On va accueillir maintenant Isabelle Luron, directrice de recherche à l'INRA sur l'alimentation maternelle, qui joue un rôle et qui va influencer la composition du microbiote intestinal de l'enfant. Vous allez nous en faire la démonstration. Exactement. Bonjour. Donc, voilà, ça marche bien. Donc, je suis Isabelle Luron, donc je travaille à l'Institut Numécan qui est à Rennes-Saint-Gilles. Pardon. Il faut que j'avance. D'accord. Ouais, je pense que ça ira. Donc, je vais continuer cette session en vous présentant nos travaux de recherche sur l'alimentation maternelle, qui peut être considérée comme un levier pour maîtriser le développement neurocomportemental et la santé de l'enfant. Et après vous avoir mis ces travaux dans le contexte de la DOAD dont on vient de parler, je vous présenterai un petit peu quelques résultats phares qui nous ont mené de l'expérimentation préclinique à des études cliniques qu'on va mettre en place. Donc, comme on vous l'a dit, ces travaux de recherche se situent dans le contexte de la DOAD, donc qui correspondent aux origines développementales de la santé et des maladies de l'adulte. Et on sait aujourd'hui, selon ce concept développé par David Barker dans les années 70-80, qu'un stress précoce, stress qui peut être d'origine nutritionnelle, psychosociale ou toxicologique, ce stress va impacter les capacités d'adaptation de l'adulte, capacité d'adaptation à des changements, et ces modifications en fait, adaptatives ne vont pas être visibles, ne vont pas être apparentes si l'adulte évolue dans un contexte de vie favorable, optimal. En revanche, lorsque les adultes sont confrontés à des stress, qui peuvent être aussi d'origine environnementale, nutritionnelle ou psychosociale, ces défauts d'adaptation vont se révéler et vont aboutir à des pathologies, et notamment tout l'ensemble, on va dire, un ensemble de pathologies métaboliques et autres que je vais vous présenter par la suite. Donc la période des 1000 jours, c'est cette période précoce en fait que l'on a définie, de la période de conception jusqu'à l'âge de 2 ans de l'enfant, qui aujourd'hui d'ailleurs est aussi élargie à la période préconceptionnelle, voire à la période de l'adolescence. C'est une période clé pour la santé de l'enfant et aussi du futur adulte. Et cette origine développementale des maladies de l'adulte a été initialement associée au développement et à la prévalence en fait, des maladies métaboliques et des maladies cardiovasculaires. Mais aujourd'hui, ce concept s'applique également à d'autres pathologies. Ça a été démontré par des études précliniques, voire des études épidémiologiques. Et on voit, ça peut concerner les maladies chroniques respiratoires, les désordres psychomoteurs, voire certains cancers. Donc tout l'enjeu de ces travaux de recherche, c'est d'essayer de proposer en fait, des stratégies, notamment des stratégies nutritionnelles, pour optimiser la trajectoire développementale des nouveau-nés, afin de les protéger en tant que jeunes, mais également en tant que futurs adultes. Ces travaux se situent également dans le contexte, un autre élément de contexte, qui est la transition alimentaire et l'évolution comportementale qu'on a vu apparaître au cours des dernières décennies, hein, et qui est en partie qui a déterminé avec aussi les modifications donc, comportementales et l'augmentation de la sédentarité, a participé à l'évolution de l'obésité mondiale et également de l'ensemble des maladies associées. Et à ces facteurs, aujourd'hui, on associe également le facteur de l'environnement familial autour de la nutrition, autour du stade, c'est-à-dire de la période fœtale, la période postnatale précoce, comme un facteur et une période déterminante dans la prévalence de ces maladies chroniques. Parmi ces modifications de la composition du régime alimentaire, on connaît bien la diminution de la quantité, de la consommation de glucides complexes et de fibres, que l'on sait associer également avec une augmentation de la quantité de fibres dans l'alimentation. On a une moindre augmentation de la masse pondérale chez les adultes, notamment chez les personnes en surpoids. On sait également que cette évolution, cette transition alimentaire a vu des modifications dans la qualité de l'alimentation
Et ici, je prendrai pour exemple l'évolution de la qualité des lipides dans l'alimentation, avec notamment ce ratio des acides gras polyinsaturés de type oméga 6 et oméga 3. Et si on prend une étude relativement ancienne, a bien montré qu'au cours toujours des dernières décennies, on a eu une augmentation constante de la part de la fraction lipide de type oméga 6 dans l'alimentation. Une étude beaucoup plus récente, donc publiée très très récemment, et qui correspond à une synthèse de 4 études cliniques sur une cohorte de femmes françaises, montre une évolution positive, on va dire, de cette consommation en oméga 6 qui commence à diminuer de façon, semble-t-il, assez importante, et également une évolution favorable de la teneur en oméga 3 qui jusqu'à présent n'évoluait très peu. Donc on a une évolution plutôt intéressante aujourd'hui de cette composition de la teneur en lipides dans l'alimentation. Et cette étude a été faite en mesurant la composition du lait maternel en ces lipides, puisqu'on sait que le lait maternel est un bon reflet de la consommation de la mère, au moins dans la consommation des lipides. Donc cette transition alimentaire qui concerne toute la population concerne bien évidemment la femme enceinte et la femme allaitante. Et pourquoi l'alimentation maternelle? En fait, ça va être un levier majeur pour l'évolution du nouveau-né. En fait, l'alimentation maternelle va définir l'environnement nutritionnel de l'embryon, va définir le transfert placentaire de nutriments au fœtus durant la période fœtale, mais va également définir la qualité du lait maternel. Alors, on sait depuis longtemps que la qualité de l'alimentation maternelle a une forte influence sur la qualité lipidique, la fraction lipidique du lait, c'est ce que je vous ai montré. Mais depuis des études plus récentes montrent aussi que la qualité de l'alimentation maternelle peut influencer la teneur en protéines du lait, chose qui jusqu'à un passé assez récent était considérée comme une fraction relativement constante dans le lait. On sait également que d'autres nutriments, d'autres molécules présentes dans le lait, comme les oligosaccharides, sont aussi soumis à régulation en fonction de la qualité de l'alimentation maternelle. Et enfin, un autre point important, c'est l'alimentation de la mère qui va influencer son microbiote et le microbiote qui va être transmis par la voie entéromammaire et qu'on va retrouver dans le lait maternel et qui va aussi influencer la composition du microbiote qui va coloniser le tube digestif du nouveau-né. Et on estime aujourd'hui que près de 30% des bactéries qui colonisent l'intestin du nouveau-né seraient d'origine maternelle et d'origine du lait maternel. Donc tout cela pour vous montrer que finalement l'alimentation maternelle peut être un élément par lequel on va pouvoir modifier l'évolution du nouveau-né et notamment sa physiologie. Donc, les questions qu'on s'est posées, en fait, nos recherches, en fait, cherchent à montrer dans quelle mesure l'alimentation maternelle va déterminer le développement du nouveau-né, développement psychomoteur, neurocomportemental et sa santé, en l'étudiant chez le jeune à court terme, mais aussi à plus long terme sur la santé de l'adulte. Et là, je vais vous présenter 2 résultats marquants qui correspondent à 2 situations contrastées. Une première étude qui consistait à nourrir la mère avec une alimentation déséquilibrée, riche en sucre et en gras, versus une alimentation plutôt positive, bénéfique, supplémentée en fibres. Donc pour l'ensemble de ces travaux, on développe des approches multidisciplinaires, multi-échelles, qui nous permettent de caractériser la composition de l'alimentation, également la composition du microbiote, réaliser des phénotypages de l'intestin, tant d'un point de vue anatomique que fonctionnel, voilà, capacité de défense, développement du système immunitaire local, développement également de la fonction entéro-endocrine. On est capable de phénotyper le profil métabolique des individus et on a toute une gamme d'outils qui nous permettent également d'analyser le développement du cérébral avec des outils d'imagerie fonctionnelle, que ce soit
ici la TEP, que ce soit le SPECT, également de l'IRMF, que l'on adosse à toute une gamme de tests de comportement qui nous permettent d'évaluer le comportement alimentaire, mais également les capacités cognitives des animaux. Et également, en post-mortem, on est capable d'évaluer la neurogénèse ou un certain nombre d'autres marqueurs, signes du développement cérébral. Donc, les résultats concernant le premier projet, qui est un projet qui a été réalisé par David Vallaillet, donc dans notre unité, et qui a été financé d'ailleurs par le métaprogramme d'IDIT, c'était de regarder l'impact délétère du régime maternel déséquilibré chez le mini-porc sur la progéniture, que ce soit d'un point de vue métabolique, microbiote ou comportement. Et en fait, on s'est placé dans une situation où on donnait à la truie, donc en utilisant le modèle mini-porc, une alimentation donc déséquilibrée, riche en sucre et en gras, mais ne provoquant pas une obésité, c'est-à-dire que nos animaux témoins avaient un régime isocalorique. Les principaux résultats, c'est de montrer que cette alimentation déséquilibrée chez la mère a un impact sur la teneur en lipides du lait, notamment une augmentation de la teneur en lipides du lait, mais également induit des modifications métaboliques plutôt délétères chez le nouveau-né et met en place une intolérance au glucose chez l'adulte. Donc on a suivi les animaux dans le jeune âge et également au stade adulte. Et on voit que ces modifications perdurent jusqu'au stade adulte, avec des modifications de l'activité fermentaire du microbiote dans le jeune âge, et également chez l'adulte, mais uniquement en réponse à un challenge de stress nutritionnel qui était également un régime obésogène. Donc ces modifications physiologiques sont associées à des modifications dans la mise en place et le développement du système nerveux central, et notamment de l'hippocampe, avec un volume de l'hippocampe plus restreint chez les nouveau-nés ou les jeunes issus de mères alimentées avec un régime déséquilibré. Et on a pu noter une diminution également de la neurogénèse hippocampique chez les jeunes. Et chez l'adulte, ça se traduit par une modification du métabolisme basal au niveau du cerveau et une diminution en fait, des capacités de neurotransmission dopaminergique et ou sérotonergique. Ces modifications, en fait, on les a associées et sont associées à des modifications également du comportement. Et en fait, chez le jeune, on avait un test de comportement et de capacité cognitive ou de motivation alimentaire avec des mini-porcs qui devaient soulever des ballons pour récupérer et retrouver des récompenses alimentaires. Et en fait, on a vu chez les jeunes issus de mères alimentées avec ce régime riche en sucre et en gras, une augmentation en fait, soit des compétences cognitives, soit de la motivation alimentaire pour la réalisation de ce test. Mais ce test ne permettait pas en fait, de dissocier la motivation alimentaire de la compétence cognitive. Et donc, chez les jeunes devenus adultes, on a utilisé un autre test qui nous a permis uniquement d'évaluer ces compétences cognitives. Et on voit qu'effectivement, ces altérations en fait, dans la mise en place du système nerveux central se traduisent chez l'adulte par des modifications des compétences cognitives lors d'un test de mémorisation spatiale. Donc, ce travail met bien en évidence en fait, que l'alimentation maternelle est un élément important dans la mise en place de ce dialogue entre l'intestin et le cerveau et fait certainement intervenir, au moins pour une partie, les facteurs microbiotes. Un autre exemple, c'est un exemple d'un projet réalisé dans le cadre d'un contrat de recherche avec un industriel qui était Tereos, où on a regardé quel était l'impact bénéfique d'un régime maternel supplémenté en fibres. Et dans ce projet, les fibres étaient des fibres prébiotiques de type fructo-oligosaccharides à courte chaîne. Et ce que l'on voit, c'est que la supplémentation maternelle en fibres, qui ont un effet sur le microbiote de la mère, avec plutôt permettre l'implantation d'une flore bénéfique de type bifidobactéries, mais pas que d'ailleurs, on voit des modifications de la qualité immune du colostrum. Et chez le nouveau-né, ça se traduit par une accélération en fait, de la maturation du système immunitaire intestinal et avec une acquisition d'un équilibre TH1-TH2 plus rapide comparé à des
des porcelets qui étaient issus de mères qui étaient nourries avec un aliment standard. Ça s'est également accompagné d'une augmentation des capacités de défense avec une plus grande sécrétion d'immunoglobulines, donc qui vont permettre de protéger l'intestin contre une flore pathogène. Et on a ensuite voulu voir si cette augmentation accélération de maturation avait un impact fonctionnel. Et on a réalisé un test vaccinal en utilisant un vaccin contre une bactérie qui est à tropisme intestinal. Donc on a étudié une réponse locale et on s'aperçoit que cette accélération de la mise en place du système immunitaire se traduit également par une meilleure réponse vaccinale contre cette bactérie. Et également, on retrouve toujours chez les animaux, quel que soit d'ailleurs leur régime post-sevrage, parce qu'on a étudié différents régimes, on observe toujours un effet de l'alimentation maternelle avec un renforcement en fait, des défenses intestinales. Et chez l'adulte, soumis à un régime obésogène, on voit également toujours apparaître cette augmentation des capacités de défense intestinale. Et chose aussi intéressante, c'est une augmentation de l'activité de l'axe entéropancréatique avec en faveur en fait, d'une meilleure ou une sécrétion de GLP-1 plus importante et une meilleure sensibilité du pancréas au glucose. Et ce qu'on voit également de façon intéressante, c'est que les modifications du microbiote que l'on observe chez la mère et chez le jeune perdurent tout au long de la vie de l'animal, même si ce ne sont pas les mêmes modifications qui apparaissent chez l'adulte. On a toujours des modifications du microbiote selon l'alimentation maternelle. Donc en perspective d'innovation, c'est au-delà d'avoir montré qu'on a un effet durable de l'alimentation maternelle sur les capacités de défense de l'individu, c'est d'approfondir en fait ce qui se passe au niveau des interactions entre matrice alimentaire et microbiote. Et même, on sait que modifier la matrice lipidique va également avoir des conséquences sur la digestion des protéines, par exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le tube digestif pour essayer d'identifier les signaux qui vont être transmis et qui vont modifier en fait ce dialogue intestin-cerveau. Un autre point qui me semble aussi important, c'est de définir des combinaisons optimales entre prébiotiques et probiotiques, et notamment entre alimentation maternelle et alimentation du nouveau-né. Jusqu'à présent, on ne travaille pas beaucoup sur ce binôme alimentation maternelle, alimentation du nouveau-né. Mais est-ce que finalement, l'utilisation de probiotiques chez le nouveau-né ne pourrait pas renforcer l'effet prébiotique chez la mère? Et un point aussi important, c'est dans ce concept de DOAD, c'est de travailler sur la réversibilité de l'empreinte pour préserver la santé du jeune et de l'adulte, puisqu'on voit que certaines conditions durant la gestation peuvent être stressantes. Donc il est important de connaître les mécanismes pour justement avoir des stratégies nutritionnelles pour réverser cette empreinte qui pourrait être plutôt négative. Et donc la suite de ces travaux en fait, nous ont permis de mettre en place des études cliniques et des études donc, qui se mettent actuellement en place, qui vont essayer de déterminer quelles sont les composantes alimentaires qui vont influencer le développement psychomoteur du nouveau-né. Et donc on va pour cela avoir deux cohortes de femmes pour lesquelles on aura des questionnaires alimentaires qui vont nous permettre de au moins stratifier les femmes selon leur régime alimentaire, voir l'impact sur la composition du lait et de leur microbiote, et en prenant aussi en compte l'ensemble des facteurs qui peuvent intervenir sur le développement de l'enfant. Regarder ce qui se passe dans la dynamique d'évolution du microbiote et voir s'il y a des dynamiques ou des profils d'évolution du microbiote qui pourraient s'associer avec un développement psychomoteur plus ou moins optimal. Donc l'ensemble de ce travail en fait, a pour objectif de définir et de proposer des stratégies alimentaires personnalisées qui pourraient optimiser la croissance et le développement de l'enfant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.